On en parle tout le temps, c'est au cœur de nos débats, de nos films, de nos vies. La liberté. Mais qu'est-ce que c'est au fond? Bonjour et bienvenue dans ce décryptage où l'on va plonger ensemble dans l'une des énigmes les plus fascinantes de la philosophie. Le but ici, c'est de comprendre si ce fameux libre arbitre est une réalité bien palpable au quotidien ou juste une belle illusion rassurante inventée par notre cerveau. Et c'est loin d'être une petite question, car ça remet carrément en cause le fondement même de toutes nos actions. Alors, quel est le programme d'aujourd'hui? D'abord, on va poser les bases en définissant quelques mots-clés. Ensuite, on se posera la question fatidique, est-on vraiment libre? On verra aussi si la liberté est quelque chose qui se négocie, avant de se demander si elle nous apporte plutôt du bonheur ou de la grosse angoisse. Et on terminera en beauté avec l'approche de l'existentialisme. Allez, première étape, définir les concepts clés et établir le vocabulaire de la liberté. Concrètement, avant de s'emballer, il faut bien faire la différence entre l'action physique et la mécanique interne de notre esprit. La liberté d'action, c'est assez simple, c'est pouvoir bouger sans contrainte. Imaginons un oiseau qui sort de sa cage ou une personne à qui on enlève des chaînes. Mais le libre arbitre, ça, c'est une toute autre paire de manches. C'est la capacité intime et absolue de faire un choix sans subir la moindre influence extérieure, qu'elle soit psychologique, sociale ou biologique. On a trop souvent tendance à confondre le fait de pouvoir bouger librement avec la capacité réelle de penser librement. Prenons l'indépendance, par exemple. C'est le côté très matériel et pratique de l'histoire. C'est pouvoir subvenir seul à ses besoins, payer son loyer, faire ses courses. C'est une étape super importante, bien sûr, mais ce n'est qu'une toute petite pièce du puzzle. En fait, on peut très bien être financièrement totalement indépendant, avoir le contrôle total de ses ressources, et en même temps être complètement prisonnier de ses propres addictions, de ses obsessions, ou carrément incapable de prendre de vraies décisions morales. Et c'est là que l'autonomie entre en scène et vient vraiment élever le débat. L'autonomie, ce n'est pas du tout juste l'absence de chaîne ou le fait d'avoir un compte en banque rempli. C'est la capacité de se dicter ses propres règles et de suivre sa propre conscience morale. Quelqu'un d'autonome n'obéit pas aveuglément aux ordres d'un chef ou aux diktats de la société. Il agit selon des principes qu'il a lui-même validés par la raison. C'est vraiment là que la liberté prend toute sa dimension éthique. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Sommes-nous vraiment libres? Le grand choc entre libre arbitre et déterminisme. C'est vraiment la grande interrogation existentielle. À chaque fois qu'on prend une décision, qu'il s'agisse de choisir sa carrière ou juste son dessert au restaurant, on a cette impression viscérale d'être aux commandes. Mais est-ce que cette sensation est la preuve irréfutable qu'on a un libre arbitre, ou est-ce qu'on est juste face à une énorme illusion d'optique de notre esprit qui cacherait des rouages bien plus mécaniques? Pour bien saisir l'enjeu, il faut remonter au XVIIe siècle. On a assisté à l'époque à un véritable clash intellectuel qui a divisé l'Europe. C'est le match du siècle entre deux géants de la philosophie, le français René Descartes et le néerlandais Baruch Spinoza. D'un côté, on a Descartes qui nous dit en gros « la liberté c'est une évidence absolue », on le sait par la simple expérience de faire des choix, le fait de douter, de délibérer, ça prouve qu'on est libre. Mais de l'autre côté, Spinoza sort la carte du déterminisme. Et son argument est génial. Imaginons une pierre qui roule le long d'une pente parce qu'on l'a poussée. Si on donnait soudainement une conscience à cette pierre pendant sa chute, elle se dirait « Waouh, c'est moi qui décide d'avancer », tout simplement parce qu'elle ignore la force initiale qui l'amuse en mouvement. Pour Spinoza, l'être humain, c'est exactement cette pierre. On se croit les auteurs de nos choix, alors qu'on est juste poussé par notre génétique, notre éducation, notre passé. On ignore simplement les causes invisibles qui nous déterminent. Passons à la troisième partie. La liberté est-elle négociable? On va parler d'échange de liberté contre la sécurité et du fameux contrat social. Jean-Jacques Rousseau avait un avis très tranché là-dessus. Il a posé cette maxime devenue célèbre: renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. C'est une formule coup de poing. Pour lui, la liberté n'est pas une petite option ou une monnaie d'échange qu'on pourrait mettre de côté en cas de problème. Elle est tellement liée à notre dignité que c'est ce qui fait de nous des humains. Sans liberté, l'humain perd son essence même. C'est pour ça que l'idée d'un pacte de soumission, c'est-à-dire céder sa liberté totale à un roi ou à un État en échange de sa protection, est, pour Rousseau, complètement absurde et moralement nulle. Logiquement, ça ne tient pas la route. Un vrai contrat, ça demande de la réciprocité. Or, si on donne sa liberté totale, on devient la propriété d'un autre. On devient un simple outil. Sans choix, il n'y a plus de morale possible, et donc plus d'obligation. Et soyons honnêtes, une sécurité où l'on n'est plus maître de soi-même, est-ce vraiment de la sécurité ? Ce raisonnement est une attaque frontale contre la théorie de Thomas Hobbes. Hobbes, lui, disait que l'état naturel de l'homme, c'est la guerre de tous contre tous, et que sacrifier sa liberté pour un pouvoir autoritaire était le seul moyen d'avoir la paix civile. La réponse de Rousseau, elle est magnifique et implacable. Il fait remarquer qu'on vit aussi très paisiblement dans un cachot. Les prisons sont des lieux d'une paix absolue imposée par la force, certes, mais ce ne sont pas pour autant des endroits où l'on a envie de vivre. Une paix obtenue au prix de sa propre liberté n'a absolument aucune valeur. On aborde maintenant la quatrième partie. Bonheur ou angoisse?
quelles sont les conséquences émotionnelles de la liberté totale? Parce que oui, philosophiquement, ça a un énorme impact psychologique. Concrètement, qu'est-ce qui ressort émotionnellement quand on est totalement libre? Est-ce une source de joie profonde ou le pire des fardeaux? Sur ce point, on va voir deux salles, deux ambiances avec des visions diamétralement opposées, celle d'Épicure et celle de Kierkegaard. Le contraste est vraiment saisissant. Chez les anciens, avec Épicure, la liberté est directement branchée sur le bonheur. C'est l'approche hyper rationnelle. On utilise sa raison pour se débarrasser des croyances fausses et des désirs futiles, et hop, on trouve la joie. Mais si on fait un bond au 19e siècle avec le Danois Søren Kierkegaard, la musique change complètement. Pour lui, la liberté n'est pas joyeuse, elle donne carrément le vertige. Faire face au vide, réaliser qu'il existe une infinité de possibilités et devoir décider tout seul du sens de sa vie sans aucun filet de sécurité, c'est une expérience profondément terrifiante et angoissante. Pour gérer cette angoisse et atteindre le vrai bonheur au milieu du chaos, les penseurs de l'Antiquité, comme les épicuriens et les stoïciens, visaient un état très précis, l'ataraxie. C'est un terme chic pour désigner une tranquillité absolue de l'âme. La recette pour y arriver est simple sur le papier, mais hyper exigeante en vrai. Il faut apprendre à faire le tri et se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. La météo, la politique, l'opinion des autres. Impossible à contrôler. Lutter contre ça, c'est le désespoir assuré. En revanche, on garde toujours un contrôle absolu sur nos propres pensées et la façon dont on réagit émotionnellement aux événements. Ce qui nous propulse vers notre cinquième et dernière partie, l'existentialisme, ou comment créer sa propre essence, avec la fameuse responsabilité radicale de Jean-Paul Sartre. La logique de Sartre avance vraiment comme un rouleau compresseur en 4 étapes. 1. L'être humain est jeté dans le monde, sans raison. 2. C'est le principe fondateur. L'existence précède l'essence. Pour faire simple, un couteau est fabriqué avec un but précis. Son essence est là avant d'exister. Mais l'humain, aucun mode d'emploi à la naissance. On existe d'abord, on se définit ensuite. 3. Sans destin pour nous guider, nous sommes condamnés à être libres. Pas d'échappatoire possible. Et 4. Puisqu'on doit intégralement inventer le sens de notre vie, acte après acte, cela crée une responsabilité écrasante, absolue, sur chacune de nos actions. Évidemment, avec une telle pression existentielle, l'envie de fuir cette responsabilité est immense. C'est tellement plus facile de blâmer son éducation, la société, ses gènes ou son signe astrologique pour justifier ses erreurs. Mais pour Jean-Paul Sartre, ça, c'est le comble de la lâcheté. C'est ce qu'il appelle la mauvaise foi. C'est se mentir à soi-même et se transformer en un simple objet passif. Car en réalité, on ne peut jamais échapper au choix. Même le fait d'hésiter pendant des heures ou de refuser de prendre une décision, c'est déjà en soi un choix pleinement assumé. On arrive à notre conclusion, l'énigme persistante de l'action humaine. En rassemblant tous ces fils philosophiques, du déterminisme de Spinoza à l'existentialisme moderne de Sartre, on réalise à quel point cette énigme de la liberté est le pilier de notre condition humaine. C'est un débat qui n'a pas pris une ride, surtout avec les découvertes récentes en neurosciences, qui viennent sans cesse relancer la machine. Ce qui nous laisse, pour terminer, avec cette question vertigineuse à méditer, finalement, sommes-nous vraiment les auteurs souverains de notre propre essence, ou sommes-nous simplement le produit hyper complexe de détermination totalement invisible? Fin du décryptage, on vous laisse y réfléchir.